Bienvenue à tous pour ce 5e webinaire organisé par CNRS Formation Entreprise. Nous nous intéressons aujourd'hui au fonctionnement des algorithmes des plateformes numériques, notamment les plateformes de travail, de freelancing ou de production participative, de crowdsourcing. Alors en quoi ce web collaboratif et les algorithmes de recherche et d'appariement qu'il y a derrière peuvent contribuer à faire évoluer le monde du travail? Comment fonctionnent ces plateformes de mise en relation pour l'emploi ou pour le développement des compétences? Et quelles sont les limites de ces nouvelles pratiques, en particulier la discrimination algorithmique? Pour nous présenter ce sujet, nous accueillons Siem Amer-Yahya, directrice de recherche CNRS au laboratoire d'informatique de Grenoble, médaille d'argent du CNRS en 2020. Siem, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, merci Raphaël pour cette introduction. Je remercie également le CNRS pour l'organisation de ces webinaires. Je disais à Raphaël tout à l'heure que j'en ai écouté un certain nombre que j'ai trouvé très intéressants. J'espère que ce sujet va également vous intéresser. Donc, je m'appelle Siem Amer-Yahya, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur à Alger, puis j'ai fait une thèse en informatique à l'INRIA à Paris. Et je suis partie dans la recherche industrielle aux États-Unis, chez AT&T Labs et Yahoo Labs. À l'époque, j'ai beaucoup travaillé sur les algorithmes de recommandation, dont l'objectif est de servir du contenu sur le web aux internautes. Depuis une dizaine d'années, je suis au CNRS. J'ai fait un court passage au Qatar Computing Research Institute à Doha, au Qatar, où j'ai participé au lancement d'un laboratoire de recherche en informatique. Donc, depuis une dizaine d'années, depuis que je suis au CNRS, j'ai le plaisir et je dirais le luxe de m'intéresser au web social et surtout à l'impact sociétal des algorithmes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment les algorithmes et les humains collaborent sur les plateformes. Merci Siem. Alors Siem est également responsable scientifique et pédagogique d'une formation organisée par CNRS Formation Entreprise qui approfondit un peu les questions liées au crowdsourcing, aux plateformes, aux algorithmes et avec les aspects mis en œuvre et de recherche. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Siem. Merci. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons parler d'algorithmes et d'humains sur les plateformes. Donc, on va d'abord commencer par les humains. Alors, les internautes sur le web ont évolué et ils ont eu plusieurs rôles. Au tout début du web, ils étaient consommateurs de contenu, c'est-à-dire qu'ils étaient passifs et ils cherchaient des informations et le web leur retournait des informations. Et puis, depuis une quinzaine d'années, les internautes sont également devenus consommateurs et producteurs de contenu sur le web à travers le fait qu'ils fournissent leurs opinions, qu'ils échangent des informations entre eux, donc ils sont de plus en plus acteurs dans la production du contenu sur le web. Et puis depuis une dizaine d'années, ils ont un rôle d'employer des plateformes, en particulier des plateformes de micro-travail, dans lesquelles le travail se présente sous forme de micro-tâches. Donc commençons par quelques définitions. Alors, qu'est-ce que les plateformes de micro-travail? Il y en a un très grand nombre. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les plateformes de crowdsourcing et de freelancing. En fait, ce sont des sites web qui emploient une main-d'œuvre souvent non qualifiée, c'est-à-dire souvent qui n'a pas besoin d'avoir de compétences particulières. C'est un peu ce qui a fait le succès de ces plateformes. Une plateforme de micro-travail, un type de plateforme de micro-travail, c'est Amazon Mechanical Turk, qui a été lancée par Amazon depuis en fait à peu près 15 ans. C'est une plateforme de crowdsourcing où on s'inscrit pour travailler en exécutant des micro-tâches à la demande, moyennant compensation financière. Des exemples de micro-tâches sont par exemple la création de playlists, la reconnaissance de visage sur les photos, la traduction d'un texte. Alors, on pourrait se demander à quoi servent en fait toutes ces activités de production de données. Eh bien, principalement à entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle pour plus tard pouvoir le faire automatiquement. Alors, le message initial que je vais avoir, c'est que les algorithmes, en fait, vu que les données sur ces plateformes augmentent, les algorithmes devraient permettre de faciliter la recherche d'un travail ou d'un travailleur.
Par contre, gardons en tête que il est nécessaire de protéger les internautes contre les dérives algorithmiques. Alors voici comment se présentent les plateformes de crowdsourcing. Donc on a des individus qui sont en réalité, par exemple sur Amazon Mechanical Turk, ce sont des clients Amazon d'un côté et des micro-tâches de l'autre. Ces micro-tâches sont également fournies par des clients Amazon. Et Amazon Mechanical Turk, ou d'autres plateformes, en France on retrouve par exemple Full Factory, en Angleterre Prolific, va servir d'intermédiaire entre les employés temporaires et les tâches à exécuter. La plateforme va prendre un pourcentage du paiement qui ira aux employés. Voici un exemple de tâche. Donc, on voit que la tâche est très simple. C'est une tâche qu'on retrouve très souvent sur Amazon Mechanical Turk. C'est de retranscrire un ticket de caisse vers des données plus structurées qui permettent ensuite d'entraîner des algorithmes. Donc, on voit bien que ce sont des tâches qui sont beaucoup plus faciles à faire par des humains que par des machines. Cela dit, aujourd'hui, les algorithmes sont bien entraînés pour pouvoir le faire. Donc, nous avons fait une introduction assez rapide des plateformes de micro-travail et je vais maintenant passer au rôle des algorithmes dans l'appariement de travailleurs et de tâches. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme d'appariement? En fait, c'est un algorithme qui va mettre en correspondance des internautes, donc des travailleurs potentiels et des tâches qui ont été proposées par des pourvoyeurs de jobs. Donc, leur objectif, c'est d'automatiser la mise en relation des travailleurs du web et des tâches à faire. Ils sont généralement basés sur l'intelligence artificielle. On apprend des modèles et puis on les applique pour pouvoir faire cet appariement. Et leur objectif, c'est d'optimiser la recherche de tâches et la vitesse à laquelle les tâches sont exécutées. Donc, on va faire une petite pause là et on va bien remarquer que ces algorithmes sont principalement conçus pour que les tâches correspondent bien au profil des individus, ce qui est une très bonne chose. Mais l'objectif derrière, c'est principalement que les tâches soient exécutées rapidement, que le budget des pourvoyeurs de tâches soit consommé le mieux possible, puisque la plateforme derrière va en faire la publicité et va dire que voilà, sur notre plateforme, les tâches vont vite, va vous trouver des internautes très rapidement, etc. Ce qui a priori est une bonne chose. On va quand même se poser la question de savoir est-ce que justement l'utilisation des algorithmes sur ces plateformes leur est bénéfique aux internautes. Eh bien, ce qu'on s'est posé comme question, c'est de se dire très bien, on va pouvoir déployer des algorithmes qui vont faire cet appariement sur la base de la pertinence des tâches au profil des individus, sachant qu'il y a une phase de présélection dans laquelle on va récupérer les profils des travailleurs potentiels. Mais on s'est également posé la question de savoir est-ce qu'on pourrait prendre également des facteurs humains dans l'appariement justement entre les internautes et les tâches. Et tout particulièrement, on a modélisé la motivation des individus dans le processus d'exécution de ces tâches. C'est-à-dire qu'on est ici dans un contexte où on se dit chaque internaute va recevoir un ensemble de tâches qui lui est pertinent, va en choisir un sous-ensemble, va compléter ces tâches et on va utiliser cette information pour représenter la motivation individuelle. D'accord. Alors la motivation a été modélisée dans les sciences humaines ou sociales, dans les années 70, dans les milieux physiques, en fait, on a repris un peu ces modélisations en prenant en considération ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire le fait de représenter que la tâche est complétée uniquement par l'intérêt et le plaisir que l'individu trouve à la tâche, sans attente de récompense externe. On a également modélisé la motivation extrinsèque qui est provoquée par une circonstance extérieure, là en particulier la récompense monétaire. Et puis en observant les individus dans un processus itératif, on a modélisé leur motivation, tout simplement comme une composition pondérée de la motivation intrinsèque et extrinsèque. On a appris cette composition en se disant que certains individus vont aller sur ces sites parce que ils sont payés, d'autres peut-être parce qu'ils veulent y passer un peu de temps, voilà.
et d'autres parce qu'ils recherchent peut-être autre chose, le lien avec d'autres internautes ou ils cherchent à apprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça a donné, tout ça? Eh bien, ça a donné ce graphe. Alors, qu'est-ce que ce graphe nous montre? Eh bien, il nous montre, la ligne rouge en particulier, nous montre qu'en prenant en compte, en apprenant la motivation des individus sur le site, et en réinjectant cette motivation dans l'algorithme d'appariement avec les tâches, on va les retenir sur le site plus longtemps. On pourrait penser que, voilà, en les retenant sur le site plus longtemps, ils sont plus satisfaits de leur expérience et donc ils vont rester plus longtemps. Donc, la ligne rouge va descendre moins vite que la ligne verte, par exemple, qui est basée sur l'appariement, basé sur les compétences des individus seulement. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on se dit, c'est très bien, en fait, au final. Ce qu'on devrait faire, c'est non seulement faire cet appariement sur la base des compétences des individus, mais également en prenant en compte leur motivation, c'est-à-dire ce facteur de satisfaction qui, au final, dans une autre quantification de l'expérience, on a vu que la qualité de leur contribution n'était pas affectée par cette prise en compte de la motivation. Alors maintenant, passons à la deuxième partie. Une chose à savoir, c'est que sur ces plateformes, si les employés de la plateforme ne travaillent pas au niveau attendu, ou si la qualité de leur travail n'est pas conforme aux normes fixées par l'algorithme, cela peut entraîner qu'ils ne reçoivent aucune tâche, ou parfois même qu'ils soient licenciés, c'est-à-dire que leur compte est désactivé sur la plateforme. Donc au final, on s'est dit, puisqu'on est dans une logique de prise en compte de facteurs humains, existe-t-il d'autres facteurs humains qu'on pourrait prendre en compte pour améliorer justement ces algorithmes d'appariement et non seulement prendre en compte les compétences des individus, mais également justement ces autres facteurs pour aller au-delà d'un objectif pur de productivité. Donc c'est là que nous allons regarder les algorithmes d'appariement dont l'objectif est d'améliorer les compétences des individus. Alors qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Ce que je vous ai montré, c'est un résumé de l'action de recommander automatiquement des micro-tâches à des individus en prenant en compte la compétence et la motivation. Donc, ce qu'on aimerait tenter, c'est l'expérience suivante. On va se dire que on va s'intéresser à des tâches un peu plus complexes, donc des tâches collaboratives, qui vont nécessiter une collaboration dans une équipe pour être exécutées. D'accord ? Et l'objectif de l'algorithme n'est plus juste de faire cet appariement entre tâches et individus de manière individuelle, mais de former des équipes à l'intérieur desquelles on va s'intéresser à l'affinité entre les individus et à l'apprentissage par les pairs, puisque notre objectif, c'est de voir est-ce que en formant des équipes qui optimisent l'apprentissage par les pairs, on va pouvoir justement fournir des résultats de bonne qualité et satisfaire les individus. Donc on a regardé des algorithmes d'appariement pour des tâches collaboratives qui donc nécessitent de former une équipe dont l'objectif est l'amélioration des compétences des individus qui collaborent pour exécuter une tâche ensemble. Donc le problème devient maintenant celui de créer une équipe qui améliore les compétences de chacun. Donc là, je montre juste un tout petit exemple qui fait partie de, en fait, une tâche qui est beaucoup plus importante, où il y a un ensemble de faits à vérifier et où une équipe qui est formée par un certain nombre de personnes. Là, je montre la réponse de deux membres de l'équipe. Donc le premier qui dit, donc la question en fait est est-ce que la reine d'Angleterre a besoin d'un passeport, vrai ou faux? Et la réponse du premier, c'est vrai. Donc tous les passeports sont issus au nom de la reine. La réponse de second, qui en fait va créer une dynamique en fait dans cette équipe, qui va dire qu'il a trouvé un article qui effectivement renforce ce que dit le premier internaute, et puis il parle d'autres informations en disant que en fait, oui c'est vrai, elle n'a pas besoin de passeport, mais elle n'a pas besoin non plus d'un permis de conduire. Donc on voit qu'il y a une dynamique qui va s'installer dans l'équipe, et ce qu'on va supposer, c'est de dire
Si on est capable de représenter cette dynamique, on va avoir des algorithmes, on va développer un algorithme qui va générer justement, former des équipes de sorte à ce que les personnes apprennent les unes des autres. Et tout particulièrement, il y a beaucoup de travaux en fait qui ont fait ça à une échelle beaucoup plus petite que celle du web. Et qui ont justement montré que quand on a accès à des contributions d'autres personnes, ça accélère un peu notre processus d'apprentissage par les pairs. Alors pour le faire, en fait, algorithmiquement, on a besoin de modéliser cet apprentissage par les pairs. Il y a différentes façons de le voir. On peut d'abord, à gauche là, de l'écran, dire que l'apprentissage, en fait, dans une équipe, qui est formée là de 5 personnes, va être représenté comme chaque personne qui va apprendre d'un autre membre de l'équipe qui en connaît juste un peu plus. Donc, en fait, c'est-à-dire que chaque personne qui a une information supplémentaire va m'apporter quelque chose en tant que membre de l'équipe. On peut aussi représenter cet apprentissage par les pairs en regardant simplement la personne qui en connaît le moins et la personne la plus experte. Okay, donc, différentes façons de modéliser qui vont avoir un impact dans la façon dont on va résoudre notre problème de formation d'équipe. On peut également représenter l'affinité entre les individus. Donc notre problème, en fait, va devenir, étant donné un ensemble d'individus et un ensemble de tâches collaboratives qui nécessitent la formation d'équipe, comment former des équipes de sorte à ce qu'on maximise l'apprentissage par les pairs, sous une certaine modélisation de cet apprentissage, celle de gauche ou celle de droite, et également qu'on prenne en compte, en prenant en compte l'affinité entre des individus. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, c'est un problème d'optimisation sous contrainte, où on va former des équipes qui optimisent l'affinité entre les individus sous la contrainte que l'apprentissage va être au-delà d'une certaine limite. Encore, la raison pour laquelle on peut le faire comme ça, en fait, c'est un problème biobjectif, mais on le transforme en un problème avec un seul objectif sous contrainte, et qu'on peut en fait optimiser de manière polynomiale l'apprentissage par les pairs, et puis ensuite on va l'utiliser comme une contrainte dans la formation d'équipe. Donc là en bas, je montre juste différentes variantes du problème, hein, selon qu'on modélise l'affinité à l'apprentissage comme une fonction qui agrège toutes les paires ou comme une fonction de diamètre dans l'équipe. On va avoir différents algorithmes avec des garanties d'approximation et des solutions. Mais bon, au final, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va avoir un certain nombre d'équipes auxquelles on va recommander ces tâches collaboratives, ce qui, a priori, faciliterait déjà de trouver ces tâches, puisque aujourd'hui, sur ces plateformes, on les trouve à la main. Mais là, en l'occurrence, on s'est posé la question de savoir, est-ce que on apprend quelque chose? Donc, dans cette expérience, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a d'abord mesuré la compétence de chacun autour d'un sujet. Ensuite, on a fait tourner nos algorithmes et créé des équipes auxquelles on a justement assigné ces tâches collaboratives. Et puis ensuite, on a remesuré les compétences des internautes. Et qu'est-ce qu'on a pu voir? Eh bien, on a pu voir que, en prenant en compte l'affinité entre les individus et le potentiel d'apprentissage par les pairs dans la formation d'équipe, on fait beaucoup mieux dans l'amélioration des compétences, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on a mesuré avant et après l'exécution des tâches, que lorsqu'on prend en compte seulement l'apprentissage par les pairs. Donc c'est un résultat assez important, puisque ce qui nous montre, c'est que oui, effectivement, la prise en compte de l'apprentissage par les pairs dans la formation d'équipe va améliorer un peu les compétences, mais l'adjonction de l'affinité entre les individus dans la formation des équipes va l'améliorer encore plus. Voilà, donc maintenant, je passe à la dernière partie de mon exposé. Et je vais me concentrer sur la discrimination algorithmique. Donc l'utilisation en fait de ces algorithmes, des algorithmes d'intelligence artificielle. Mais pourquoi c'est des algorithmes d'intelligence artificielle? Donc par exemple, quand j'ai montré le cas de l'algorithme adaptatif qui va observer les individus et leur assigner des tâches individuelles sur la base de leur motivation, en fait on apprend la motivation et on la réinjecte dans l'algorithme.
Eh bien, l'utilisation de ces algorithmes, en réalité, peut amplifier des biais préexistants ou en créer de nouveaux. Par exemple, s'il y a des lacunes dans les données, dans mes observations, dans les données qui sont utilisées pour cet apprentissage, les algorithmes peuvent en fait automatiser les modèles de discrimination qui existent déjà dans les données. Et en fait, ces algorithmes biaisés, mais pas basés, peuvent en réalité perturber la réglementation et entraînent des lacunes en termes de responsabilité, de protection de consommateurs et de protection des droits fondamentaux, ce qui va bien sûr au-delà de la discipline informatique. Donc, prenons justement l'exemple des plateformes de travail. La discrimination algorithmique est un sujet d'étude depuis bien 2-3 ans maintenant en informatique. Et sur les plateformes, et ce qui a été étudié, c'est différents types de discrimination algorithmique. Ce que signifie la discrimination, comment la modéliser, comment automatiser sa détection. Tout ça, ce sont des sujets qui sont abordés dans plusieurs domaines de l'informatique. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces plateformes? Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape de présélection dans laquelle je vais choisir, je vais sélectionner justement un certain nombre d'internautes qui sont qualifiés ou que je considère qualifiés pour le travail. Ensuite, il y a une étape de tri. D'accord? Donc, justement, cette présélection va servir à faire ce tri-là. Et puis ensuite, ce tri est montré au recruteur qui ensuite va choisir ou pas de recruter certaines personnes. Et puis enfin, il y a l'étape de rémunération. Nous allons nous concentrer sur que signifie la discrimination dans l'étape de tri. Donc, qu'est-ce que la discrimination en droit? Eh bien, c'est le traitement défavorable d'un individu ou d'un groupe d'individus, donc défavorable ou inégal, en comparaison à d'autres personnes ou d'autres groupes dans des situations égales ou similaires, fondées sur un motif discriminatoire, donc expressément prohibé par la loi. Dans le code pénal, il y a 23 motifs discriminatoires, dont la condition, enfin l'état de santé, l'orientation sexuelle, le groupe ethnique, etc. Donc, si je peux apporter la preuve qu'il y a eu traitement inégal en comparaison à d'autres personnes qui me sont comparables, il y a un cas de discrimination. Donc, qu'est-ce que cela nous dit? En fait, c'est que on a d'abord besoin d'observer. Donc, on a besoin de savoir, est-ce que je peux effectivement justement observer ce traitement inégal parmi différents groupes. Donc là, je vais regarder le cas particulier de plateformes de freelancing qui sont en fait comme des agences d'intérim, sauf qu'elles sont en ligne. Voilà. Donc, elles vont servir d'intermédiaires, donc entre des employés potentiels et ce qu'on appelle des micro-gigs. C'est un peu pareil que les micro-tâches, voilà, sauf que voilà, c'est des micro-boulots. Donc, nous allons voir comment ça marche en fait sur ces plateformes, comment marche le tri. Donc, quand je cherche un emploi, eh bien, CAPA, par exemple, je vais enlever ça. Voilà. CAPA me permet, en tant que chercheur d'emploi, de demander, de taper une requête, donc infographiste effets spéciaux, par exemple, à Grenoble. Et ce que CAPA va me retourner, c'est une liste ordonnée de jobs potentiels auxquels je peux candidater. CAPA va également ordonner des individus si je suis pourvoyeur de jobs. Par exemple, je vais chercher un infographiste web ou un plombier à Grenoble. Je vais pouvoir mettre des conditions supplémentaires. Et ce que CAPA va me retourner, c'est une liste ordonnée d'individus. Donc, il y a un tri qui va se faire à la suite de la présélection, etc. Donc, comment se passe le tri des individus pour une tâche? Eh bien, donc ici, je vous montre juste un petit exemple dans lequel chaque ligne est un individu, d'accord, qui est représenté par ses attributs démographiques. Donc, en fait, en rouge, on retrouve les motifs protégés par le code pénal, mais aussi d'autres attributs que le système va calculer. D'accord ? Par exemple, l'expérience sur la base des tâches qui ont été déjà complétées par cette personne. Des résultats de tests, des résultats aussi qui sont basés sur le retour utilisateur, donc le retour des personnes qui l'ont embauché auparavant. D'accord ? Eh bien, tout ça est utilisé pour calculer
la pertinence d'un individu pour un job qui serait par exemple infographiste web ou plombier, etc. Et au final, on se retrouve avec un degré de pertinence, d'accord, qui est dans une fonction. En fait, on pourrait dire que si cette fonction n'est exprimée que sur la base des colonnes bleues de chaque individu, l'algorithme ne peut pas être discriminatoire, puisque je n'utilise pas les motifs protégés par le code pénal. Bien, en réalité, c'est pas vrai. Parce que ce que l'algorithme va faire, il va utiliser cette fonction pour trier les individus. Là, par exemple, cette fonction nous dit que pour la requête qui est demandée, qui est celle d'infographiste web, l'individu U8 a la pertinence la plus importante, donc il apparaîtra en premier, suivi de l'individu U3, etc. Dans ce calcul, même en prenant en compte que les attributs des motifs, ce qu'on appelle des motifs non discriminatoires, on peut quand même, à la longue, avec un grand nombre de requêtes ou de recherches de travailleurs, finir par privilégier des groupes d'individus plutôt que d'autres. C'est ce qu'on a tenté de mesurer sur la plateforme TaskRabbit. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un certain nombre de jobs, plombier, designer web, etc., dans 56 villes aux États-Unis, pour environ plus de 3300 travailleurs. Pour chaque job, on a récupéré les 50 résultats dans l'ordre dans lequel l'algorithme les a triés. On a analysé les tris et on a identifié des groupes d'individus, les différents groupes et la fréquence à laquelle les individus qui vont apparaître dans les tout premiers, dans les tout derniers, etc. Et ce que ces trois tableaux nous montrent, celui du haut en particulier, c'est que les femmes asiatiques vont avoir tendance à être le plus discriminées dans tous ces jobs. Là, on voit que la quantité de discrimination, si on veut le voir comme ça, est la plus importante parmi toutes celles qui sont affichées. C'est affiché dans l'ordre, donc on voit que les hommes blancs sont le moins discriminés dans l'ensemble de tous les jobs qui sont disponibles sur TaskRabbit. Ensuite, on peut s'amuser à découper ces informations par ville, quelle est la ville la plus discriminante, par type de job. Par exemple, si je suis à la recherche d'un poste pour faire hôtesse d'accueil, eh bien, globalement, si je ne fais pas de découpage par ville, je vais voir que j'aurai plus. C'est un des jobs les plus discriminants sur la plateforme. Ensuite, on peut regarder plus en détail si c'est des informations. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est d'avoir un outil, en fait, d'observation, qui rend la discrimination observable, en tout cas pour la phase de tri. Donc, on parle bien de différentes phases. Donc là, on parle d'une phase bien particulière, qui est celle de trier les individus et les montrer dans l'ordre de tri. Donc, pour résumer, je reprends un peu mon message. Donc, les algorithmes d'appariement adaptatifs permettent de faciliter la recherche d'un travail ou d'un travailleur en ligne, ce que j'ai montré au tout début, tout en optimisant la rétention des travailleurs, en prenant en compte leur motivation. Ils peuvent également améliorer les compétences individuelles dans le contexte d'algorithmes d'appariement qui forment des équipes et qui permettent aux individus de collaborer, donc d'apprendre les uns des autres. Mais ils doivent être conçus de façon juste, de sorte à ne pas favoriser certains groupes d'individus, en particulier la dernière partie qui a montré que lorsqu'on trie des individus, on peut privilégier certains groupes dans le tri, même si on n'utilise pas les motifs discriminatoires dans l'algorithme lui-même. Donc ce travail, tout particulièrement le tout dernier, a nécessité une collaboration entre juristes et informaticiens. Pourquoi? Parce que les juristes ont besoin de comprendre les dérives algorithmiques au regard du régime juridique, et pour les comprendre, on a besoin d'outils pour quantifier, puisque même rendre l'algorithme transparent ne permettrait pas de savoir est-ce qu'il est discriminant ou pas. C'est quelque chose d'important à savoir.
Les informaticiens eux, ont besoin de comprendre le régime juridique applicable pour justement mieux modéliser les risques de dérive algorithmique. Hein. C'est sur la base de cette collaboration qu'on a compris qu'il y avait des motifs discriminatoires, qu'il fallait justement les prendre en compte dans le calcul de la discrimination, quel type de fonction de discrimination appliquer. Hein. Là, en particulier, on avait utilisé la discrimination, ce qu'on appelle exposure, c'est-à-dire le fait d'être montré ou pas dans une liste de tri. Et puis avec ça, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.